Bonjour. Salut Sophie. Coucou. Eh bien, bienvenue sur cette vidéo. L'objet de cette vidéo, je ne l'ai pas forcément inscrit en la lançant. C'est de partager avec vous en fait mon expérience en tant que formatrice et directrice d'une école de formation qui trace les enseignements du yoga, du Tao et du chamanisme. Et voilà, cette aventure a commencé maintenant il y a une dizaine d'années, ce qui m'a permis en fait de vraiment déployer une vision de l'enseignement, déployer une vision dans les espaces de transmission. Et voilà, il y a plusieurs raisons qui me poussent à faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais avancer pas à pas. La première raison qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de guerriers et de guerrières en fait, de lumière. Enfin, je vois beaucoup de personnes qui se donnent vraiment, qui font vraiment des efforts pour prendre soin d'eux-mêmes en fait et de produire un soin au niveau du collectif, et c'est des facilitateurs en fait pour l'évolution globale et pour le bien-être. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment développé un savoir-faire ou une expertise dans les espaces de transmission ou de formation. Aussi aujourd'hui j'ai envie de faire une offrande en fait à tout le monde. Et en fait, j'ai envie d'offrir le modèle de la formation Yoga Extase qui s'est élaboré sur une dizaine d'années. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose en fait qui me pousse à proposer cette vidéo, c'est que je me dis, en fait, voilà, tout le monde aujourd'hui a eu le temps d'hiberner, de rentrer dans sa grotte, de peut-être choisir de mettre en place des choses pour sa vie, et tout le monde va forcément va devoir aller en collecte d'outils. Et en fait, quand on va collecter des outils, on se forme. Donc il y a différentes manières de le faire. Il y en a qui vont le faire à travers des livres, d'autres à travers des formations en ligne, d'autres à travers des retraites, d'autres à travers des formations physiques. En tout cas, c'est pas toujours aisé et évident de sélectionner une formation. De trouver la formation qui nous correspond à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans, parce que trouver notre formation idéale, ça implique aussi de bien se connaître, et ça, c'est pas évident. Donc voilà, en fait, j'espère que cette formation, elle pourra aussi contribuer à ce niveau-là. Ça veut dire aiguiller les êtres, les étincelles qui sont en lumière, en fait, pour trouver des formats de formation qui leur correspondent. Donc voilà, j'espère que ça pourra apporter que ça pourra apporter quelque chose en tout cas dans cette quête-là. Voilà mon expérience. Et la troisième chose, donc voilà, c'est quelque chose aussi qui est assez émouvant pour moi. Pendant le confinement, j'ai pris la décision avec mon compagnon, qui est en fait natif du Québec, d'immigrer au Québec dans un an. Et donc fin juillet, et donc en fait voilà, Culture Yoga, c'est une école qui est établie actuellement à Paris et qui est une école voilà, qui grandit depuis 10 ans, qui a une communauté qui est très très belle, voilà, où il y a des liens très très forts en fait dans cette grande aventure, dans l'aventure du cheminement en fait, finalement, à travers les enseignements. Et voilà, j'ai parti en fait de mon départ. J'ai envie de vraiment honorer tout ce que fut ce cheminement, tout ce qui est cette expérience, même si Culture Yoga en fait va muer vers une autre forme, et que moi je vais aussi m'envoler vers une autre vie, dans un autre espace. J'ai envie en fait de vraiment honorer toute la richesse en fait que j'ai traversée en transmettant ce que je vais vous transmettre maintenant, et puis aussi en mettant en valeur les programmes de formation qui seront donnés cette année, qui seront un petit peu l'aboutissement de beaucoup d'années de concentration, de persévérance, de détermination, de passion, de foi, de beauté, d'engagement, voilà, vraiment qui vient du plus profond de soi, quoi, qui vient de notre âme et de notre essence. Donc c'est ça.
allez, je vais me lancer, ça y est, je l'ai dit, ça va mieux. C'est pas évident d'annoncer ça, c'est très émouvant pour moi. Donc voilà. Donc, alors, déjà je vais annoncer que cette vidéo n'est pas une vidéo promotionnelle parce que en fait actuellement la formation Yoga Extase est pleine pour cette année. Donc vraiment c'est pas une vidéo pour vous dire venez dans la formation Yoga Extase parce qu'il n'y a plus de place en fait. C'est juste vous partager les pistes de réflexion qui ont été développées tout au long des années avec les différentes équipes pédagogiques qui se sont constituées autour de ce projet. Donc la première chose en fait que j'ai observée en tant que formatrice et la première chose qui est vraiment questionnée quand on choisit une formation, c'est l'absorption dans le plaisir d'apprendre. Évidemment en fait on a une empreinte par rapport à l'apprentissage qui est l'empreinte que l'on a reçue de par notre famille, de par nos parents, de par nos cercles et aussi l'empreinte vis-à-vis de l'école. Donc souvent j'observe que quand des élèves rentrent en formation, il y a une forme de garde à vous en fait qui se met en place, un idéal, des objectifs et en fait j'ai pu observer sur plusieurs années qu'en fait souvent apprendre pouvait être associé à une forme de stress. Donc en fait c'est vrai que l'apprentissage c'est vraiment une matière qui se travaille. Et pour que cette matière-là soit équilibrée, c'est important en fait de diversifier les modes d'apprentissage. Donc en fait, tout le monde a des modes d'apprentissage différents. Il y en a qui vont être plus visuels, il y en a qui vont être plus auditifs, il y en a qui vont être tactiles, il y en a qui vont être gustatifs, il y en a qui vont être plutôt olfactifs. Et tout ça, en fait, ça ouvre des manières en fait de rentrer en lien de plus ou moins tendre avec l'inexploré, avec l'inattendu, avec ce que l'on ne connaît pas encore. Donc pour moi, en fait, un formateur ou quelqu'un qui dispense une formation, c'est quelqu'un qui doit avoir vraiment un lien fort avec cette notion de transmission par le naturel, de transmission par la simplicité, transmission par ce qui est inné en fait, par l'éveil. Et l'éveil, c'est aussi l'émerveillement, la capacité à rentrer en lien en toute confiance avec des espaces inexplorés. Donc dans mon expérience, pour que cela se réalise, c'est important en fait de toujours ramener cette notion de plaisir de manière en fait à désinscrire ce qui a pu s'engrammer dans la vie des uns et des autres au contact de l'école, au contact de différentes structures. Je pense par exemple aussi à l'espace universitaire où il y a de la lutte, où il y a de la matérialité. Enfin, il y a plein de choses en fait qui peuvent s'engrammer dans cet espace-là. Donc c'est d'abord de le conscientiser, de faire place nette et de ramener en fait l'esprit de l'enfant magique pour trouver en fait un lien avec l'apprentissage qui soit beaucoup plus lumineux et fécond. Et c'est important pour le formateur aussi de diversifier ses modes de transmission. Donc par exemple, dans le cadre de l'école ou dans le cadre de la formation Yoga Extase, les manières de donner les enseignements sont diversifiées. Des fois, par exemple, on va allonger tout le monde par terre, leur bander les yeux et en fait, on va raconter un enseignement sous forme de conte, sous forme de mythe, pour permettre en fait aux forces de l'imaginaire de travailler et de se déployer. Des fois, ça va être un enseignement non verbal, donc en fait, on va mettre un enseignement en scène ou le jouer comme un théâtre pour voir en fait comment l'énergie bouge comme une constellation, pour voir en fait comment tout ça en fait ça peut éclore au sein même de l'intelligence collective. Il y a des fois il y a un enseignement plus traditionnel, voilà, c'est notes et stylo pour tout le monde et il y a une transmission qui se fait direct. Des fois ça peut être la transmission par la réflexion, ça veut dire on donne un sujet à quelqu'un et en fait il réfléchit et il l'épanouit par rapport à ses expériences vives. Donc c'est très très important de produire différents modes de transmission afin que tout le monde s'y retrouve au niveau du groupe de formation, car les élèves ne sont pas égaux en fait dans cet espace-là. Donc il y a une deuxième chose que j'ai observée au fur et à mesure, c'est en fait pour moi une formation, c'est une forme de préparation, c'est aussi une forme d'éducation. Et donc la responsabilité du formateur ou du professeur, c'est vraiment en fait de vérifier l'assimilation. Donc je vous donne une image.
Voilà, par exemple, prenons un foyer, les parents vont préparer à manger et en fait, et s'ils préparent trop à manger, bon bah les enfants ils vont manger tout ce qu'ils peuvent et après ils vont se sentir pas bien, ils vont avoir mal au ventre ou ils vont se réveiller un peu embrumés le matin, le lendemain. Donc la difficulté c'est de vraiment proposer des outils qui soient assimilables, qui n'amènent pas en fait l'élève dans un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité. Et en fait de lui proposer un outil qui soit suffisamment équilibré pour que celui-ci puisse vraiment l'incarner. Et l'assimilation, en fait, c'est quand même quelque chose de relativement scientifique dans le sens où en fait ça va vraiment se poser sur les qualités d'observation des professeurs ou des formateurs. Ça veut dire vraiment d'observer l'élève dans son évolution et aussi comment l'élève va développer son sens de l'observation de lui-même et s'autoriser à communiquer librement sur ses ressentis et sa collecte. Donc ça c'est très très important. Donc il y a déjà un lien en fait et un échange d'informations sur l'assimilation qui est crucial pour moi. Et puis ensuite on va voir en fait comment cette assimilation elle existe sur différents plans. Donc ça veut dire comment c'est intégré au niveau du corps mental, comment c'est intégré au niveau du corps émotionnel, du corps physique et surtout comment ça s'incarne finalement, quelles sont les premières actions qui manifestent en fait que l'enseignement est en gestation, donc il est porté par l'élève au même titre qu'on porte un enfant. Et comment en fait finalement l'élève va commencer à activer une roue médecine autour de cet enseignement et commencer en fait vraiment à le porter de plus en plus profondément. Donc tout ça c'est un travail très très délicat et en fait j'observe qu'il y a beaucoup de formations, je me réfère à mes expériences, moi j'ai suivi beaucoup de formations, il y a beaucoup de formations en fait où c'est un peu un espace où il y a beaucoup d'outils, c'est vraiment le banquet de Shiva, donc en fait il y a beaucoup de grandes vérités qui sont partagées, beaucoup d'enseignements, sans qu'il y ait de suivi au niveau vraiment de comment l'élève réceptionne cela, sans qu'il y ait d'écoute pour voir à quel niveau ça fait écho dans sa vie, comment ça résonne, et surtout de l'aider finalement vraiment à apprendre. Ça veut dire être là dans ses premiers pas, être là pour l'accompagner au moment en fait où il va rentrer vraiment concrètement dans l'action vis-à-vis de son apprentissage. Donc ça c'est une chose à observer. Donc finalement pour garantir une bonne assimilation, il y a aussi beaucoup de formations qui vont le projeter 100% sur la responsabilité personnelle. Par exemple, bon bah voilà, moi je te transmets un outil et toi tu fais ton homework et tu travailles et tu fais des retours et tu fais des synthèses et tu fais des dissertations. Et en fait dans mon expérience, ça pour moi je trouve que c'est très lourd et c'est vraiment très peu généreux sur le plan de l'humanité. Ça veut dire que voilà, te retrouver seul devant ton bureau à gratter du papier en essayant d'intégrer tes cours par toi-même, d'avoir la force motrice de mettre en mouvement par exemple, donc nous c'est une école de yoga, Tao et chamanisme, donc en fait vraiment d'aller sur ton tapis tous les jours, de faire tes séries, tout ça, ça demande en fait une force personnelle, une force de volonté qui est extraordinaire. Et en fait, c'est un sur-effort, admettons qu'on soit sur un système ou sur une personne qui soit déjà un peu épuisée, fatiguée, une maman qui a des enfants, un homme qui a beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, peu importe, enfin, qui ait beaucoup de choses externes. Enfin, je cite cet exemple-là, mais ça peut être mille choses. C'est juste en fait une personne qui soit déjà bien occupée, et ben c'est un sur-effort et souvent en fait ça va amener vers des espaces de découragement. Donc ça c'est pas nécessaire à mon sens en fait d'être dans ce déploiement de la volonté et ce sur-effort. En fait on peut faire beaucoup, pour moi je trouve qu'on peut faire beaucoup mieux à un niveau collectif, simplement en distribuant les forces différemment. Voilà, par exemple dans la formation Yoga Extase, en fait déjà le premier point de vue c'est qu'on a réduit les effectifs de formation. Donc normalement en fait c'est des groupes de 10, cette année exceptionnellement ce sera un groupe de 12 lié à plein de raisons. Mais le fait d'avoir un plus petit groupe de formation, ça permet en fait de s'occuper de chacun à titre individuel. Dans ce groupe de formation de 10 personnes, on intègre 10 tutrices en fait, qui sont des élèves qui ont déjà vécu
un an ou plusieurs années de formation au sein de l'école et qui reviennent suivre une deuxième année de formation sous forme de troc partiel. Ça veut dire qu'elles troquent en fait une partie de leurs heures pour accompagner des pupilles et ainsi elles ont l'opportunité de bénéficier d'une deuxième année de formation qui va leur permettre d'approfondir leurs acquis. Donc pour une pupille qui rentre en fait dans le chaudron de formation, il y a une tutrice affiliée en fait qui va toutes les semaines prendre le pouls de l'assimilation, collecter des données pour voir en fait comment l'élève se sent, comment il vit son apprentissage, est-ce qu'il y a de la difficulté, est-ce qu'il y a du plaisir, est-ce qu'il y a des défis, quels sont ses besoins en tant qu'individu. À titre vraiment individuel, ça veut dire est-ce qu'il y a un besoin de soutien au niveau des émotions, est-ce qu'il y a un besoin de soutien au niveau d'un enseignement qui aurait été mal intégré et qu'il faudrait prendre le temps de reformuler, en fait le formuler d'une manière qui lui corresponde à lui. Donc en fait le fait d'avoir des plus petits effectifs de formation, ça amène à mieux s'occuper de ses élèves et de vraiment en fait amener de la qualité dans la notion d'accompagnement. Donc pour avancer sur la structure du yoga extase, qui est quand même ce que je transmets à travers cette vidéo, il y a donc un premier groupe de pupilles de 10 personnes, il y a un groupe de tutrices de 10 personnes. Et après, il y a les formatrices en formation et la formatrice principale où c'est moi. Et en fait, finalement, chaque semaine, les pupilles transitent un enseignement, les tutrices leur offrent un sas en fait d'accompagnement, de suivi, où principalement en fait elles leur donnent de l'empathie. Elle leur donne un regard, elle leur donne de la présence, elle leur pose des questions en fait pour vérifier si elles se sentent bien, la qualité. Et après ces tutrices, en fait ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont me faire un bilan à moi ou un bilan en fait au chaudron des formatrices où en fait elles font retour sur le témoignage de la pupille, ce que elles ont collecté comme information en tant que tutrice, et elles vont donner cette matière aux formatrices qui vont les récupérer et qui vont un peu pouvoir sentir en fait quel élève a un besoin à un moment T. Donc ça permet en fait de mieux distribuer les forces, ça crée un foyer collectif et en fait finalement dans l'expérience de l'apprentissage, le groupe prend plus de place et la valeur en fait du groupe prend plus de place. Donc ça c'est très très important. Évidemment aussi il y a quelque chose qui se produit beaucoup dans la formation, c'est un peu moi j'ai suivi plein de formations, donc en fait j'ai plein d'outils à transmettre. Et ça en fait pour moi c'est pas un bon critère de formation. Ça veut dire que pour moi un formateur il doit vraiment intégrer les enseignements qu'il transmet, il doit les incarner. Ça c'est quelque chose qui se fait sur des années, et surtout un bon formateur il doit être capable de sélectionner les outils qui conviennent à l'élève. Ça veut dire qu'il doit être capable de canaliser quels outils. C'est pas parce que j'ai en fait je vous donne une image simple, c'est pas parce que j'ai une armoire remplie de vêtements que tous les vêtements vont aller à l'élève. En fait, sûrement que dans l'ensemble de cette armoire, il va y avoir 3 pièces qui vont être celles qui conviennent à l'élève. Et le travail du formateur, c'est de servir de filtre, c'est de discerner en fait quel outil, dans la justesse, convient à quel élève. Et en fait, dans un cadre qui ne propose pas une formation individuelle, je pense que c'est difficile à réaliser. Et c'est difficile en fait de vraiment accompagner quelqu'un sur le cheminement spirituel qui est un cheminement très puissant, très intense, très précis, difficile aussi des fois. C'est difficile en fait de vraiment accompagner quelqu'un si on ne peut pas le comprendre en tant qu'entité unique en fait, en tant qu'individu.
Et en plus, on ne peut pas faire l'expérience de cette personne. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important pour ceux qui sélectionnent des formations, de vraiment regarder attentivement les cadres, vérifier qu'il n'y ait pas trop d'élèves, vérifier qu'on s'occupe bien de vous, questionner un petit peu les outils pédagogiques. Est-ce qu'il y a des outils pédagogiques qui sont transmis au niveau oral? Est-ce qu'il y en a qui sont transmis au niveau écrit? Est-ce qu'il y en a qui sont transmis au niveau audio? Est-ce qu'il y en a qui sont transmis au niveau visuel? Parce que ça va être super important pour que vous vous sentiez dans votre formation comme dans un nid. Donc ça, c'est une chose importante aussi. Accompagner, c'est quoi? Accompagner en fait quelqu'un, je dirais principalement, moi c'est vraiment la méthode de la reine d'Angleterre, c'est wait and see. Ça veut dire que accompagner quelqu'un, c'est rentrer dans un espace de non-jugement. Ça veut dire qu'il a une expérience propre que le formateur ne connaît pas. Parce que le formateur, lui, ce qu'il connaît, c'est son propre chemin. Et en fait, lui, ce qu'il a, c'est qu'il a pu observer plein de formes de cheminement. Et en fait, c'est comme si toutes ces formes de cheminement qu'il a observées l'enrichissent et lui permettent en fait de diversifier les possibles au niveau de son corps mental. Donc quand un élève évolue sur son chemin spirituel, il faut comprendre en fait que c'est un pur mystère pour le formateur ou pour les professeurs, un tant soit peu qui s'y intéressent véritablement et sincèrement. Donc la première chose pour moi, pour un formateur, c'est de vraiment établir un prorata entre la transmission, l'émission et l'écoute. Et ça peut être une écoute multidimensionnelle, ça peut être une écoute de l'individu, de la personnalité, une écoute de l'âme, une écoute de l'énergie. Mais c'est très très important en fait qu'il y ait une racine dans la capacité à écouter. Et en fait, accompagner, c'est aussi donner du soutien. Ça veut dire donner de l'empathie. Donner à l'autre quelque chose d'unique, par exemple, de lui renvoyer à quel niveau on connecte avec sa lumière. On peut aussi lui renvoyer à quel niveau on connecte avec son ombre, ça peut être une offrande. Et vraiment donner du soutien dans le sens où créer des cadres qui soient propres, qui soient transparents, qui soient bien tenus. Ou si un cadre n'est pas bien scellé, en fait, par exemple, si une promesse n'est pas bien tenue, je vois pas comment l'élève peut lâcher prise. Parce qu'en fait, on peut lâcher prise que dans un cadre qui soit absolument clair. Donc en fait, je vous donne un exemple concret. Par exemple, si vous allez dans une formation, mais que vous n'avez pas de planning, vous ne pouvez pas vous projeter, donc vous ne pouvez pas vous préparer. Si vous allez dans une formation et que vous n'avez aucune idée de ce que vous allez étudier, c'est bien, vous êtes ouvert, vous êtes dans une forme de lâcher prise, c'est cool. Mais en même temps, pour certaines personnes, ça va être dur en fait de se préparer, de collecter, de réfléchir à comment elles vont prendre des notes, en fait, comment elles vont intégrer l'enseignement. Donc c'est important en fait quand on donne une formation ou que ça s'applique à un professeur de yoga, Tao, chamanisme, à n'importe quel type de formation, c'est important de produire un cadre qui soit à la fois bien tenu mais aussi suffisamment souple pour accueillir la respiration du groupe. Et ça, franchement, c'est un art. Ça veut dire que tenir sa promesse et en même temps en laissant suffisamment d'espace pour les adaptations qui sont nécessaires parce qu'en fait le groupe les demande, ça c'est vraiment quelque chose d'assez pointu et de fascinant, de passionnant. Mais voilà, en tous les cas c'est important en fait que l'énergie soit suffisamment tenue de la part du formateur et de ses équipes pour que l'élève puisse rentrer dans cet espace de liberté, de lâcher prise profond qui va lui permettre de contacter l'inexploré ou l'inconnu. Donc ça c'est très important. Voilà. Et cheminer, donc c'est cet espace d'écoute où on va accompagner l'élève et on va lui prodiguer les conseils ou les outils. Donc on ne va pas l'assaillir de tout ce qu'on a appris dans toute notre vie, mais vraiment prendre le temps de se concentrer, de canaliser, de réfléchir sur qu'est-ce qui va pouvoir vraiment le faire entrer dans un déclic, le faire entrer dans un rebond, dans un tremplin, que ce soit à titre individuel ou dans le groupe. Ensuite, il y a quelque chose qui me paraît essentiel. Donc en fait quand on crée des formations et quand on crée des trop grands volumes de formation, donc on accueille vraiment des grands groupes,
il y a vraiment comme une distance aussi qui va se créer entre le formateur et ses élèves. Et en fait, un des espaces qui me tient particulièrement à cœur dans les espaces de formation, c'est l'horizontalité. Ça veut dire de voir en fait que dans l'école, il n'y a pas de gourou, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, il n'y en a pas un qui est plus avancé que l'autre. C'est juste qu'en fait, il y a différentes responsabilités. Donc c'est important de replacer que l'élève en fait a sa responsabilité. L'élève n'est pas un client, c'est un élève en fait. Il a sa responsabilité en tant qu'élève de se prédisposer à recevoir un apprentissage, d'avoir une bonne attitude, d'avoir une attitude féconde qui va l'amener en fait vraiment à maximiser ses forces d'intégration. C'est son rôle, c'est sa responsabilité. Il y a les professeurs et les formateurs, en fait, ils sont pas plus importants. Juste leur rôle, en fait, c'est de maintenir le cadre et de réfléchir, en fait, à une pédagogie qui match, en fait, qui produise vraiment des beaux résultats, qui fonctionnent et qui crée une expérience positive à tous les niveaux et pour tout le monde. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas une personne qui est plus en avant qu'une autre. C'est juste qu'en fait, tout le monde ne gère pas les mêmes responsabilités au sein d'une formation. Voilà, ça c'est important. Et c'est important de le clarifier parce que dans les formations, souvent il y a des transferts. Donc comme je vous disais, en fait, dans l'espace de la formation, c'est un espace qui peut être associé à l'éducation. Donc souvent inconsciemment chez l'élève il peut y avoir des transferts de papa-maman et donc en fait il peut y avoir des blessures très profondes qui se revivent, qui repulsent vis-à-vis de cet espace-là. Donc c'est très important pour tout le monde en fait que le cadre de formation soit posé, que chacun sache en fait quel est son pouvoir et quelles sont ses responsabilités et que chacun soit placé en fait dans son pouvoir personnel dans le chaudron afin de créer une synergie. Voilà, donc j'invite vraiment les formateurs et les professeurs à descendre de leur trône, en fait, le trône du savoir ou le trône de la connaissance, pour se mettre vraiment dans cette horizontalité de transmission et en fait de comprendre que finalement quand on transmet un enseignement à quelqu'un, donc c'est un art, il faut le faire correctement, mais que simultanément de voir en fait comment chaque élève va apprendre, c'est aussi une offrande immense pour le formateur, qui est une offrande d'expérience qui va lui permettre de lui-même avancer dans son expérience. Donc en fait finalement il y a aussi dans l'espace de la formation un dialogue et un échange qui est très très beau et qui demande à être honoré. Ensuite il y a autre chose, c'est que cheminer spirituellement, ça veut dire grandir doucement. L'école elle existe depuis 10 ans et en fait je compte pas les erreurs monumentales qui ont été faites depuis le début de la formation, mais franchement il y a eu des fiascos, il y a eu des erreurs en fait qui ont été vraiment des sources d'apprentissage. Donc ça veut dire que pour grandir et pour avancer en fait c'est important de regarder aussi comment cette expérience elle va s'inscrire dans la temporalité. Il faut donner le temps au temps et c'est important de ne pas promettre d'être très objectif en tant que formateur, de dire bon bah voilà en fait tu débutes ton chemin il va durer longtemps, peut-être qu'on va en partager une partie ensemble, mais de ne pas promettre monts et merveilles parce qu'on pourrait se retrouver face à de la désillusion, de la déception, de l'anéantissement, voire des élèves qui se sentent dévastés parce qu'en fait ils comprennent que le cheminement spirituel c'est pas Walt Disney et que finalement en fait au même titre qu'un enfant va grandir depuis le premier jour de sa vie jusqu'à l'âge adulte, et bien chaque jour un défi, chaque jour une victoire, chaque jour des émotions à gérer, et c'est exactement la même chose. Donc c'est pas parce que vous sortez d'une formation que vous êtes paré à tous les niveaux, vous êtes juste préparé à certains niveaux qui sont les niveaux où le formateur s'est engagé en fait à vous initier.
Donc, donner le temps au temps, replacer le yin dans cet espace-là, lutter contre l'avidité spirituelle, parce que souvent, en fait, quand on rentre dans cet espace-là, il y a quelque chose qui s'éveille, qui scintille, on se sent attiré, on sent qu'il faut qu'on y aille, on sent qu'il y a du sens, qu'il y a de l'amour, donc on veut plonger. Mais voilà, c'est comme si vous demandiez à une fleur de grandir plus vite que son rythme, ou que vous exigiez à un enfant qui mûrisse plus tôt, que vous demandiez à un enfant de 4 ans d'avoir la maturité d'un enfant de 18 ans. C'est juste contre nature. Voilà. Donc c'est très très important de rester réaliste et enraciné dans le temps que mettent les choses à se positionner. C'est la même chose au niveau de son canal. Ça veut dire que voilà, un bon canal, c'est des années et des années de discipline, de dévouement, de réaffirmation de son désir, de réaffirmation de ce qui pulse à l'intérieur de soi, d'offrande. C'est vraiment un travail qui est exceptionnellement beau parce qu'il est exceptionnellement long et naturel. Donc ça me paraît très très important. Et c'est aussi, enfin, une des difficultés qui peut exister, c'est l'équilibre, ce que moi j'appelle l'équilibre entre humanité et matière. Ça veut dire que trouver cet équilibre dans ce chaudron de la formation, transmettre à l'humain, accompagner l'humain, mais toujours dans la conscience aussi qu'on s'accompagne soi-même, et en fait trouver comment soutenir l'autre, comment l'accompagner en respectant nos limites en tant que formateur, en tant que professeur. Parce que souvent, en fait, je vois un schéma qui se reproduit souvent. Voilà, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est vraiment en fait importer de la charge, importer de l'angoisse. Ça veut dire qu'en fait, on écoute l'histoire de tout le monde, puis on réceptionne aussi les blessures, les difficultés. Et le formateur, il faut qu'il exporte, lui, de l'enthousiasme et de l'inspiration. Donc ça, c'est une conversion qui est relativement difficile. Moi, quand je l'ai vécu, je pense que je me suis fait cette réflexion à l'âge de 23 ans, j'en ai 31 aujourd'hui, donc là, ça fait quand même quelques années que j'ai pu rouler ma bosse sur ce sujet-là. Hop. Je me suis dit que c'était très important en fait de créer de la ressource et de la distribution en tant qu'énergie vitale, et en fait de vraiment miser sur le foyer d'énergie collective. C'est ça qui m'a permis de créer cette toile, en fait, de réduire les effectifs de formation, de proposer également un système de tutorat en fait, où finalement les personnes qui ont vécu une première année de formation peuvent revivre une deuxième année de formation à peu près un quart ou un tiers d'investissement de leur première année de formation en accompagnant autrui, donc l'expérience est enrichie. Et le fait de créer toute cette structure, ça fait que le formateur principal reçoit moins de charge. En fait, la charge est distribuée dans le groupe, et ça lui permet de maintenir son canal de neutralité et de discernement pour avoir des actions qui soient efficientes et précises. Donc, de manière plus simple, si vous donnez des retraites, si vous donnez des formations, voilà, si vous transmettez de manière globale, je vous invite vraiment à co-créer, déjà à peut-être envisager de créer des projets à plusieurs. Et ensuite, voilà, si c'est pas le cas, de vous entourer en fait d'assistantes qui vont vous permettre en fait de mieux réceptionner les besoins du groupe et sans altérer votre système. Je vous dis ça vraiment sérieusement parce que je connais beaucoup de formateurs et en fait j'en vois beaucoup qui crament. Même moi ça m'arrive des fois de cramer personnellement, mais en fait cramer c'est voilà, arriver à pas réussir un équilibre dans cette conversion en fait de la charge en lumière qui fait partie du rôle du formateur. Donc c'est important aussi quand on crée des plus petits effectifs de formation de créer moins d'avidité au niveau de la matière. Voilà, ça c'est quelque chose, je pense que dans tout ce qui est de l'ordre du minimalisme, du slow living, tout ce qui est un peu dans cette mouvance-là, en fait c'est aussi finalement les êtres humains, on a quand même au niveau matériel tous les mêmes besoins, on est sur une horizontalité. Enfin pas tout à fait, parce qu'en fait on vient pas tous avec les mêmes systèmes, évidemment il y en a qui arrivent avec des systèmes altérés, déséquilibrés, ils ont besoin de plus d'attention.
en tous les cas, nos besoins sont relativement simples. En fait, en réapprenant à vivre simplement, on n'est pas obligé en fait de créer des gros foyers économiques. Donc le fait aussi, je pense, d'avoir des effectifs plus humbles nous ramène aussi à vivre plus humblement en fait en tant que facilitateur ou facilitatrice. Et ça, c'est un espace qu'il faut questionner, je pense, avec lequel il faut être OK. Et ça implique aussi une responsabilité vis-à-vis de l'élève. Parce que par exemple, si vous prenez un groupe de 10 personnes et qu'il y a une personne qui vous dit « Bon, bah moi, en fait, je peux pas suivre la formation, je veux qu'on me la rembourse. » Ah bah non, parce que ça fragilise tout l'écosystème. Et qu'en fait, le fait que ce soit un petit groupe de formation, ça crée une économie, ça crée un foyer d'énergie dans l'école qui est plus fin, en fait, finalement, plus précis. Et en fait, on peut pas se comporter... l'élève doit aussi être mature dans son investissement et dans son engagement. Ça veut dire qu'on peut pas dire, bon, bah voilà, désolé, en fait, je me suis trompée, je vais faire autre chose, remboursez-moi. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est une intelligence collective. Donc, c'est un jardin où chacun a son rôle et en fait, où chacun contribue à différents niveaux. Donc, voilà. J'invite en fait... moi j'ai fait ça et j'en suis très heureuse. J'invite, si ça vous inspire, les formateurs à peut-être prendre des groupes moins grands mais vraiment responsabiliser. Voilà, c'est revenu. Mais vraiment en fait responsabiliser vos élèves dans le fait qu'en fait au moment en fait où ils s'engagent, ils assument aussi une responsabilité, celle de devenir le gardien s'ils les valorisent en tant que personne individuelle. Une autre chose, c'est important au niveau des cadres, d'avoir des cadres clairs. Moi, je suis vraiment... je trouve que c'est bien d'avoir des contrats, en fait, une base écrite, quelque chose, en fait, qui permette aussi d'ancrer, en fait, les responsabilités des uns et des autres. Donc c'est ça. Ouais, je sais pas combien de temps il me reste. J'ai beaucoup parlé, mon Dieu. En tout cas, je vais vous transmettre le modèle de formation de Yoga Extase. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, ce que j'ai imaginé, j'ai été soutenue chaque année par des co-créateurs et des co-créatrices. Donc l'année, en fait, toute l'école roule autour d'un archétype qui est souvent un archétype qui est proposé par l'astrologie. Et en fait, donc chaque année, il y a une orientation archétypale qui est en réalité une orientation élémentale. Donc par exemple, l'école pendant quelques années travaille sur les archétypes du féminin. Donc en fait, on a eu une année sorcière, c'était une année en fait à dominance terre dans l'école. Ensuite, on a eu une année déesse, donc une année à dominance eau. Et cette année, on rentre dans l'année de l'enchanteresse, donc une année à dominance feu dans l'école. Pourquoi c'est important le jeu élémental? Parce que finalement dans l'école, c'est une école de mystère, une école en fait où on apprend un petit peu on vit des initiations. Et bien chaque année l'élément en fait qui est proposé va venir influencer la texture des enseignements qui sont proposés. Donc par exemple, si on étudie la toile des chakras et la toile des éléments, dans l'année feu, on va faire feu terre, feu eau, feu feu, feu air, feu espace. Et voilà, l'année dernière c'était eau terre, eau eau, eau feu. En fait, c'est dans ces couples alchimiques qu'on travaille. Et en fait, chaque couple alchimique constitue un enseignement en soi ou une orientation de la transmission. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça fait qu'il n'y a pas 2 années de formation qui sont pareilles. Et c'est très intéressant, notamment pour les tutrices, qui finalement, quand elles revivent une année de formation, vivent un enseignement qui est donné d'une manière totalement différente des années passées. Donc ça, c'est une première chose. C'est important en fait que l'enseignement soit diversifié parce que ça permet d'ouvrir l'esprit. Au niveau de la structure, donc ça je l'ai pas mal abordé, et l'un des points principaux en fait dans le foyer d'énergie de cette école-là, une des choses qui est proposée, c'est le savoir-être ensemble. Donc ça veut dire c'est comment en fait observer comment on se frotte les uns aux autres, et évidemment le fait d'être en contact, ça va mettre en lumière des fois notre lumière, des fois ça va révéler notre ombre, et en fait comment on gère finalement cette friction
les uns avec les autres pour créer une synergie qui va nous amener à contacter en fait nos véritables ressources et nos véritables potentiels. Donc vraiment au niveau de la structure, au niveau du cadre de cette formation, bon, ça c'est une structure que moi j'ai pensé, après vous verrez pour vos formations, tout ça. Dans la formation Yoga Extase, donc il y a 7 week-ends de formation qui sont en présentiel, il y a plus de 30 ateliers de 3 heures qui sont donnés tout au long de l'année pour vraiment créer un suivi au niveau corporel. Chaque semaine en fait il y a une heure individuelle de suivi et de coaching qui sont assurés par les tutrices et les formatrices, et en fait au-delà de ça il y a un apport d'enseignement qui se fait par un matériel pédagogique écrit, il y a un apport dans l'enseignement qui se fait par un matériel pédagogique oral ou audiovisuel, ça veut dire la transmission de vidéos ou de podcasts de classe. Et voilà, il y a de la transmission aussi à travers de l'énergie pure, ça veut dire des soins collectifs qui sont distillés tout au long de l'année. Donc ça c'est vraiment les cadres de transmission. Pour rentrer en fait dans la formation, il y a un bilan qui doit être rempli, c'est un bilan d'une 50aine de questions en fait qui vont vraiment questionner l'individu sur son intimité. Et à partir de cette trame, la possibilité de commencer en fait à comprendre à qui on a affaire en fait finalement la personne, et de venir l'accompagner sur la base de cette trame. Donc ça plus ou moins c'est la structure, voilà, de la formation. Et donc en fait elle se déroule de octobre à avril pour les week-ends de formation et de octobre à juin pour incluant les ateliers. Très important en fait dans cette formation, c'est mis en valeur le temps avant la formation et après la formation qui sont des temps en fait d'assimilation et des temps de gestation. Donc c'est vraiment valorisé dans l'école qu'en sortant de la formation on n'enchaîne pas directement sur une autre formation, mais qu'on laisse vraiment en fait du temps au temps pour que les choses se déposent. Voilà, au niveau de la structure et de son cadre. Merci Mona pour ton témoignage. Moi aussi ça m'a fait vraiment, c'était très beau de cheminer avec toi. Donc c'est ça, j'espère que cette vidéo elle va vous aider. Comme je vous disais, en fait la formation de Yoga Extase de cette année est pleine, mais si vous vous intéressez à Culture Yoga, si vous vous intéressez à l'élément feu, à l'archétype qui est au travail cette année, vous pouvez toujours aller consulter en fait la retraite de yoga artistique et féminin sacré nommée Enchantresse, qui va reprendre en substance les bases des enseignements qui seront donnés cette année dans Yoga Extase. Donc voilà, il n'y a plus de place dans cette formation, mais il y a de la place dans cette retraite qui va se dérouler dans les Pyrénées sous un format de 7 jours, et qui est vraiment une très très belle proposition, et qui est un endroit en fait où vous pouvez vraiment aller chercher des outils importants pour le cheminement personnel et pour apprivoiser tranquillement les médecines du feu. Donc voilà, cette retraite, je pense qu'elle doit être dans l'annuaire d'Instagram, et je pense qu'elle est aussi disponible sur le site cultureyog@gmail.com, ça c'est l'adresse mail, et sinon c'est cultureyog.fr. Voilà, si vous avez des questions ou si vous avez des résonances sur cette vidéo que je sais assez dense, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, moi ça me fait plaisir, et puis prochainement je m'exprimerai aussi sur le marketing intègre, voilà, de voir en fait comment on peut trouver des outils en soi pour s'exprimer, enfin voilà, une forme de marketing écologique avec vraiment des outils concrets, simples, qui permettent en fait d'offrir sa proposition sans forcément en faire trop, en faire des caisses. Ça veut dire aller au-delà de ses limites en termes d'exposition et tout ça. Ah bah écoutez, c'était un bien beau moment. Merci Julie, merci Sophie, merci à tous ceux qui sont passés sur cette interface, et Yahoo à tous ceux qui le regarderont à un moment ou à un autre. C'était vraiment très beau pour moi, et voilà, je suis très émue de vivre cette dernière année en France avant de partir au Québec. Je sens que ça va être une année absolument magnifique, et voilà,
je savoure. Passez à tous un très très bel été. Merci.